Bonjour et merci d'écouter. Alors, le deuxième, c'est pour quand ? Il y a des personnes que ça agace, c'est vrai, d'entendre cette phrase. Moi, pas plus que ça. Bon, déjà parce que mes proches doivent avoir été épargnés par le syndrome du gros lourdingue, puisque pour ainsi dire, personne ne nous bassine avec ça, et tant mieux. Mais quand bien même ça arriverait, je sais très bien que les gens ne pensent pas à mal quand ils posent cette question. Alors j'ai tendance à répondre comme ça, en toute simplicité, sans aucun tabou. Oh, vous savez, rien n'est vraiment gravé dans le marbre, mais avec le papa, plus le temps passe et plus on se dit, c'est sûr que Nino sera probablement fils unique. Et j'explique tout ça, sans drame, sans regret. Bon là, j'ai presque l'air de prendre des pincettes, mais à la limite, c'est plus pour vous, en fait, pour pas trop vous brusquer. N'empêche que là-dessus, une fois que c'est posé et que personne ne se tortille plus d'inconfort, se greffe souvent une question qui, elle, oui, peut sembler alors un tout petit peu plus indiscrète, vous allez voir. Ah ? Mais pourquoi ? Et c'est à celle-là que je compte répondre dans ce podcast. Bon, à la base, mon envie n'était pas spécifiquement d'expliquer en détail pourquoi nous, personnellement, ne voulons pas de second enfant, mais pour dérouler à peu près correctement ce que j'ai en tête, je vais bien être obligée quand même d'aborder un minimum cette question. Ce que j'ai en tête m'est venu d'ailleurs en entendant, je ne sais plus à quelle occasion, une maman dire cette phrase qu'on entend quand même très souvent. Non mais maintenant là, je me vois vraiment pas repartir encore dans les couches et tout ça, non. Vous voyez, j'exagère pas, on a tous déjà au moins une fois entendu une personne dire ça. Pour peu qu'on approche de la quarantaine, c'est presque une formule consacrée. Et avant d'être maman, avant de saisir l'exacte teneur de ce que c'est que s'occuper d'un nouveau-né et ensuite d'un bébé au quotidien, je n'avais jamais vraiment percuté. Mais c'est un leurre, cette phrase. C'est une espèce de poisson en plastique trop brillant pour être vrai, là, qui te regarde avec son œil torve. Non, parce que plus j'y réfléchis, et plus je me dis que, je me vois pas repartir dans les couches et tout ça, ça existe uniquement pour donner une explication en pâture à ceux qui ne nous lâcheraient pas la grappe sans ça. Mais c'est comme si tu demandais à Buffon pourquoi il rempile pas pour une nouvelle Coupe du Monde et que le gars te réponde « Oh mais maintenant, vous savez, les chaussettes montantes et tout ça, je me vois pas repartir là-dedans », plutôt que d'avouer qu'il est juste trop vieux. C'est une explication de façade. Ou une politesse. Quand on n'ose pas dire vraiment la seule chose que notre interlocuteur aurait pourtant besoin d'entendre, à savoir « c'est ma vie, c'est comme ça, fais pas chier ». Est-ce que je t'en pose, moi, des questions ? Non, c'est forcément un leurre, le coup des couches. Parce que, je veux dire, il y a des dizaines de bonnes raisons, d'excellentes raisons même, qui peuvent expliquer qu'on n'ait pas envie de remettre le couvert une deuxième, une troisième, une 10e fois. Et d'ailleurs, le seul fait de ne pas avoir envie constitue en soi une excellente raison et devrait être reçue comme telle par nos proches, évitant ainsi à tout le monde ces discussions toujours un peu gênantes à base de « Oh mais pourtant, ça vous irait si bien » ou « Il serait si content avec un petit frère ou une petite sœur ». Tenez, en ce qui nous concerne, les raisons sont terriblement pragmatiques. C'est qu'elle est bientôt périmée, mes mères. La DLC est quand même assez proche, faudrait pas qu'il soit éventé le gamin. Non, plus sérieusement, à 39 ans, et même si la maternité m'a fait découvrir la capacité de résilience assez balèze qui se terrait en moi et dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, à vrai dire, à 39 ans, j'ai pas le courage. Physiquement, je veux dire. J'ai pas le courage de me relancer là-dedans. Déjà, j'ai plus la foi, ni le foie d'ailleurs, de me cogner de nouveau le trimestre de nausées du début. Mais bon, à la limite, je pourrais m'en accommoder. Et puis avec un peu de bol, chaque grossesse est différente. Il n'y en aurait même pas de nausées. Alors venons-en à l'aveu
un petit peu honteux, un petit peu tabou, mais qui ne devrait pas l'être. Le truc, c'est que je commence juste, alors que Nino approche de ses 4 ans quand même, à avoir l'impression que le quotidien n'est plus une immense farandole de fatigue et de manque de sommeil, et à renouer des relations un tant soit peu cordiales avec de vieux potes oubliés, tels que la vivacité et le tonus. Nino n'appelle plus la nuit. De temps en temps et de plus en plus souvent, si mon homme ne ronfle pas et si je ne fais pas d'insomnie, j'ai même la chance de réussir à enchaîner 6 heures de sommeil sans coupure pub. Il commence à savoir s'habiller seul, il va aux toilettes seul, il se nettoie tout seul, il se douche tout seul, il se brosse les dents tout seul. Nino, pas mon homme, qui fait tout ça très bien depuis longtemps. Il ne porte plus de couches, il mange à table sans aide, il aide lui-même à mettre la table ou à la débarrasser. Il a appris à s'occuper, à jouer seul à nos côtés ou dans sa chambre. Je ne veux pas reculer. Ces étapes purement matérielles et logistiques de mon petit confort égoïste de maman ont été trop précieuses à regagner. Je ne veux pas y renoncer de nouveau. D'autant qu'il ne s'agirait même pas de redescendre au niveau d'harassement de la première naissance, mais à un niveau encore plus profond, puisqu'il y aurait le nouveau-né à gérer et à aimer, plus le petit garçon de 4 ans qui est débrouillard, c'est sûr, mais pas encore non plus en passe de se prendre un appart et de vouloir qu'on lui lâche la grappe. Et sans congé parental et sans temps partiel cette fois-ci, parce que les libertés financières possibles avec un enfant au foyer ne le seraient plus forcément avec 2. Donc, plus de fatigue pour plus longtemps et moins de possibilités de repos, je me sens pas les épaules. Et puis autre chose, encore plus important, c'est de l'ordre de l'alchimie, de la magie, de l'équilibre. On est 3 dans le foyer, on a créé notre équilibre. Chacun se sent épanoui, entouré des 2 autres. On n'a rien en trop et il ne nous manque rien. Créer un déséquilibre, ce serait évidemment créer la possibilité de recomposer un équilibre encore plus délicieux. C'est vrai, il ne nous manque rien, mais après tout, on ne peut pas être en manque de ce qu'on ne connaît pas. Peut-être que on découvrirait quelque chose, comme ça a été le cas avec Nino, avec notre parentalité. Peut-être qu'on découvrirait quelque chose en ayant un 2e enfant et qu'on se dirait à ce moment-là, ah là là, mais on s'en doutait pas. C'est même très très probablement le cas. Tout le monde, tous les gens qui ont plusieurs enfants témoignent pour aller en ce sens. Oh là là, on se doutait pas que ce serait merveilleux à ce point-là. Ça valait le coup de se déséquilibrer pour recréer un équilibre. Mais malgré tout, ça reste prendre le risque de ne pouvoir recomposer qu'un truc encore un peu bancal. C'est sûr que si tout le monde avait cette façon de voir, la surpopulation mondiale ne serait pas le fléau qui nous perdra tous. Mais sincèrement, je me sens trop vieille pour prendre ce genre de pari sur la vie, sur des vies en plus autres que juste la mienne, parce que déséquilibrer ma vie, déséquilibrer celle du papa de Nino en prenant le pari que ce sera peut-être mieux, mais aussi peut-être pas, ok, on l'a fait plein de fois ensemble, en couple, mais déséquilibrer celle de Nino qui est maintenant pleinement épanouie en prenant le pari que ce sera sûrement beaucoup mieux, mais quand même on n'en est pas sûr, bah non. Voilà pourquoi, avec le papa de Nino, nous n'avons a priori pas envie d'un autre enfant. Pour toutes ces raisons qui pourront paraître égoïstes aux yeux de certains, mais qui sont juste lucides et que je vous livre sans filtre. D'autres ressentent et vivent les choses autrement, même après 40 ans, et tant mieux, il n'y a pas un seul schéma familial épanouissant. En 2019, youpi, il y en a des dizaines. Et d'ailleurs, on peut pas dire que ce soit le schéma qui soit vraiment épanouissant en lui-même, ça ne l'a jamais été, un schéma c'est figé, c'est sur un bout de papier, ça bouge pas, ça parle pas un schéma, c'est la concrétisation qui est épanouissante, c'est le quotidien dans ce qu'il a de plus concret, oui, et de moins figé, c'est le quotidien et ses surprises qui nous éloignent et nous embarquent souvent à des lieux de ce schéma de départ. Alors entre les dizaines de schémas familiaux existants et les centaines de façons possibles de les rendre concrets en y restant plus ou moins fidèle, selon les surprises de la vie, il y a des milliers de façons de se fabriquer son petit bonheur. Et la façon des uns ne sera pas celle des autres. Chaque façon est unique. Inutile donc de projeter nos schémas sur les concrétisations des autres en leur disant « Eh, c'est bancal là, pourquoi vous vous redressez pas? Pourquoi vous ne changez pas ?» Ce que je vois bancal
et peut-être l'équilibre pour toi. Alors je vais m'efforcer de ne pas te poser de questions sur le pourquoi du comment de ton chemin de vie. Je vais attendre que tu me racontes ce que tu as bien envie de raconter. Je ne vais pas titiller ta pudeur et flirter avec ta gêne. Et peut-être que comme ça, tu n'auras pas besoin de me raconter que les couches et tout ça, tu ne dois vraiment pas repartir là-dedans. J'espère que ce podcast un petit peu plus court que d'habitude vous a plu, que son sujet vous a interpellé. Je pense que c'est un sujet qui est très très d'actualité, puisque de plus en plus souvent, les gens se permettent de s'immiscer dans nos vies privées, personnelles, et de demander pourquoi on a fait tel choix ou tel autre choix, comme s'ils étaient moins bons, comme s'ils étaient davantage sujets à questionnement, comme s'il fallait qu'on prouve leur légitimité. Mais on n'a jamais à prouver la légitimité d'aucun de ces choix de vie, en tout cas pas auprès des personnes qui se disent être nos proches et qui affirment nous aimer. Les gens qui vous aiment vous acceptent tels que vous êtes, avec vos choix, même si ceux-ci sont différents des leurs, même s'ils ne les comprennent pas, même s'ils ne les partagent pas. Ils peuvent simplement faire avec. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que vous aurez des réactions nombreuses dans l'espace de commentaires, j'espère aussi que vous likerez ce contenu, que vous le partagerez sur vos réseaux sociaux, que vous vous abonnerez à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour